Merci. Merci d'être venu. Comprendre les enjeux de la vie moderne. Mettre en contexte les événements de l'actualité. En compagnie d'experts de calibre mondial. Or, on a absolument... Voilà. McGill en parle. Bienvenue à la Cybertech de l'Université McGill. Mon nom est Jackie Rourke, je suis l'animatrice de McGill en parle et aujourd'hui on parle de la santé mentale. Bien que nous en parlions davantage, la question de la maladie mentale demeure un sujet tabou. Pourtant, elle affecte un nombre grandissant d'individus, à en juger par de récentes données de l'Organisation mondiale de la santé. Avec moi pour en discuter, deux experts de McGill. Karen Hetherington est professeure au département de travail social de l'Université McGill, spécialisée en prévention et en promotion de la santé mentale. Et Martin Drapeau est professeur au département de psychologie, du counseling et de psychiatrie de l'Université McGill. Ses travaux portent sur les meilleures pratiques et l'accès aux services en matière de santé mentale. Alors, bienvenue à vous deux. Merci d'être venus. Pour commencer, quelques faits assez troublants. Au Canada, 20 des jeunes ont une maladie mentale pouvant être diagnostiqués. 75 de ces jeunes qui ont un problème de santé mentale ne seront pas traités. Le suicide est la première cause de mortalité non accidentelle chez les jeunes. On dit que 90 des personnes qui se suicident ont une maladie mentale et chaque année, nous perdons 760 jeunes au Canada en raison de suicide. Pourtant, on dit qu'on a de la difficulté à en parler. Pourquoi on a toujours de la difficulté à en parler? Je pense un premier élément de réponse serait, oui, on a de la difficulté à en parler, c'est vrai, mais je pense que c'est plus en matière de, non pas en termes de difficulté à en parler, mais vraiment à savoir ce que ça représente, ce que ça veut dire un trouble mental, puis aussi qu'est-ce qu'il faut faire par après une fois qu'on constate un trouble mental. Il reste certainement plusieurs préjugés. Hein? On l'entend souvent, les gens, quand on parle de troubles plus sévères, la psychose, la schizophrénie. Il y en a encore qui s'imaginent aujourd'hui que, en fait, c'en est fait de l'individu, que c'est fini. Et puis pour peut-être les troubles qu'on dit plus transitoires, l'anxiété, la dépression, on s'imagine encore que c'est une question peut-être de motivation. Il suffit de se motiver, il suffit de se motiver à faire des efforts et puis ou bien à mieux contrôler nos comportements et ainsi de suite. Donc ces stéréotypes-là, c'est certain qu'ils sont encore présents. D'ailleurs, en me préparant pour l'entretien, je suis tombé sur une étude qui date un peu, mais quand même, je trouve que c'est très révélateur à l'effet qu'une personne sur deux essentiellement pense encore aujourd'hui qu'un diagnostic de trouble mental est utilisé par les gens pour justifier un comportement qui serait aberrant ou inacceptable ou problématique. Donc les tabous restent d'une part, mais les préjugés restent aussi. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que vous voyez? Mais je pense qu'on parle. On parle beaucoup plus qu'il y a longtemps. Je pense que les campagnes de Bell Canada, je pense que la santé mentale est dans le vocabulaire de le peuple maintenant. Mais je pense que la question de stigmatisation est vraiment majeure dans tout ça. La raison, je pense qu'on regarde les statistiques sur les jeunes, c'est parce que 60 des jeunes ne consultent pas à cause de le stigma qui est attaché à cette problématique. Et je pense que ça, c'est majeur. La Commission canadienne pour la santé mentale commence tout un programme qui s'appelle Opening Minds, qui va faire la recherche partout au Canada pour voir les meilleures pratiques au niveau de lutter contre la stigmatisation. Et je pense que chaque université est en train aussi de travailler un peu là-dessus. Il y avait un exemple à l'Université de York, il n'y a pas longtemps, je pense, où une étudiante a lutté contre l'approche de l'université d'exiger un diagnostic psychiatrique pour avoir l'accès aux services. Alors, dans l'université, elle a gagné, elle a amené ça à la Commission de droits de la personne en Ontario et elle a gagné. Et je pense que ça joue un rôle majeur d'offrir une aide qui est préventive, au lieu d'attendre que ça devienne un diagnostic psychiatrique pour intervenir. L'accès aux services pour nos enfants est basé sur un diagnostic. Alors, si on veut avoir des services de soutien en santé mentale, il faut avoir un diagnostic avant. Alors, et les gens sont stigmatisés et ils ne consultent pas. Alors, je pense que ça, c'est un des problèmes majeurs.
Ce que Karen souligne, si je peux me permettre, je pense, c'est en amont, donc c'est toujours en amont et en aval du diagnostic ou de l'apparition du trouble. Ça, c'est extrêmement important, on n'en parle pas suffisamment. On ne sait pas trop comment gérer la présence ou non, l'utilité ou la nécessité d'avoir un diagnostic d'une part. Puis après, une fois qu'on a un diagnostic, on ne sait pas trop comment gérer ça non plus. Hein. Donc, est-ce qu'on a assez de services? Ben oui, puis ça, on aura sûrement l'occasion d'en parler longuement, mais vous savez, demander à quelqu'un, t'as pas de l'air affilé, on risque toujours que la personne nous réponde, ben non, ça file pas, je pleure toujours, je pleure tout le temps, je pense à la mort, donc je pense à mourir, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est extrêmement... Alors on leur demande, mais on sait pas quoi faire avec. On sait pas trop quoi en faire. On arrête de demander? Ben en fait, ça devient plus pernicieux encore parce que souvent, ce malaise-là devient un peu contagieux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quoi faire avec, mais la personne se sent, elle aussi, en conséquence, souvent, va se dire, ben forcément, il n'y a pas d'aide, ou j'ai pas besoin d'aide, ou c'est à moi de me motiver un peu plus. Donc, c'est très particulier. J'ai une hypothèse qui n'est pas du tout scientifique, que je lance souvent à mes étudiants, à savoir pourquoi en santé physique, on gère ça peut-être un peu mieux, puis en santé mentale, c'est autre chose. Et puis j'ai l'impression, en toute modestie, que c'est peut-être parce que en termes de santé mentale, ce sont des diagnostics qu'on pose non pas avec des tests, donc c'est pas un test sanguin, c'est pas un scan, c'est pas une radiographie, ça marche pas comme ça. C'est des diagnostics qu'on considère comportementaux. Donc c'est un ensemble de comportements, de façons de faire qui font qu'on peut arriver à poser un diagnostic. Et puis quand on parle de comportement, souvent on parle de volition. Donc, si la personne veut, elle peut, on peut contrôler nos comportements. Si bien que c'est peut-être ça qui peut expliquer le malaise qu'on pourrait avoir vis-à-vis de la santé mentale. Donc, c'est la tendance qu'on peut avoir, entre autres, par exemple, à la rattacher un manque de volonté ou fait des efforts. Ou pour les troubles anxieux, ben apprends à gérer ton stress, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. On oublie que ces comportements-là sont vraiment dus à la maladie. Et dans le milieu du travail, c'est assez délicat, puis il y a beaucoup de stigmatisation. Selon une étude menée par la firme Morneau-Chappelle, qui offre des services en conseil ressources humaines, 63% des médecins consultés à travers le Canada disent que la dépression, les troubles d'anxiété et le stress sont les motifs de consultation médicale dont la croissance est la plus rapide. Et d'ailleurs, 24% de ces médecins ont dit que c'est à cause de la dépression que le principal motif pour lequel les gens vont les consulter. Alors, c'est en augmentation. Est-ce qu'on répond avec des services qui augmentent aussi? Il faut regarder aussi le milieu de travail et comment le milieu de travail s'organise autour de cette problématique. Je pense qu'une chose qui est très vraie, c'est que le plus grand nombre, le taux d'absentéisme au travail est souvent causé par les problèmes de santé mentale. Mais le retour au travail est absolument clé pour qu'on peut prévenir que la personne retombe dans cette situation de nouveau. Et je pense qu'on a un devoir à travailler dans le milieu du travail pour sensibiliser, pour sortir le sujet de placard, parce que ce qui arrive souvent dans le milieu du travail, très différent qu'un problème physique. Un problème physique, tu arrives, tu dis comment ça va, est-ce que ça va mieux là? Tu arrives après une dépression ou un épuisement professionnel, les gens pris plus de fardeau sur leurs épaules pendant la maladie. Ils ne croient pas vraiment que c'était une vraie raison d'être malade. Et l'accueil de la personne dans son milieu de travail est très, très restreinte. Et ça, c'est une des causes majeures qui retourne encore dans un épuisement, une dépression et tout ça. Si on ne l'a pas vécu vraiment, c'est assez difficile de comprendre. Oui. Ouais. Et les employeurs, est-ce que vous voyez un changement? Vous faites affaire avec plusieurs clients. Est-ce que les employeurs sont plus reconnaissants du problème ou est-ce que la stigmatisation n'a pas changé beaucoup à ce niveau-là? Je dirais peut-être, pour faire une réponse simple, oui, les gens sont plus sensibles à la problématique, ça c'est certain. On en parle beaucoup plus. Est-ce qu'ils font bien leur travail? Forcément. Probablement que non, c'est-à-dire qu'ils ont une responsabilité d'une part pour intervenir si jamais ils soupçonnent une problématique chez un de leurs employés, et puis aussi ils devraient en principe accommoder dans la mesure du possible cette personne-là, notamment au moment du retour au travail. Donc, est-ce que ça se fait toujours bien de façon adéquate? Ça, intuitivement, je dirais que non. Le retour au travail reste extrêmement difficile, extrêmement problématique pour plusieurs personnes qui souffrent ou qui ont souffert d'un trouble mental et puis qui reviennent au travail. Ça, c'est ça. Mais je veux revenir sur vous avez dit 24% des médecins estiment qu'il y a une augmentation, je pense, des troubles dépressifs. Que la raison pour
pourquoi les gens viennent le voir était pour la dépression. C'est ça. Donc, c'est vrai. Ce qu'on oublie, par contre, c'est que en se rattachant à cette statistique, à cette donnée-là, on sous-estime un peu peut-être l'ampleur du problème, parce qu'on oublie que peut-être 20-25% on estime que des gens n'ont pas de médecin de famille, donc ces gens-là ont tout simplement pas accès à un service. Donc, déjà là, on peut gonfler cette donnée-là. Ensuite de ça, il y a l'idée que, surtout au Québec, quand les gens, et puis c'est bien documenté aussi, quand les gens parlent de santé mentale, notamment de troubles transitoires, l'anxiété, la dépression, les troubles anxieux, tout ça, la première idée qui leur vient en tête en termes de professionnels, c'est souvent le psychologue et puis le psychothérapeute aussi. Or, on n'a absolument aucune donnée, et puis on a la moitié la moitié des psychologues canadiens sont au Québec, donc on a beaucoup de psychologues au Québec. Et puis, il manque pas de travail, donc ils sont très occupés. Donc, il y a forcément une force de travail là, une main-d'œuvre qui offre des services, mais il n'y a absolument rien de documenté, donc on ne sait pas comment ils voient ces gens-là, qu'est-ce qu'ils traitent. Mais forcément, ces patients-là sont vus par ceux qui peuvent se le permettre, et puis là, on arrive peut-être à une question essentielle, c'est-à-dire que ceux qui peuvent se permettre de payer pour des services vont aller au privé, voir un psychologue. Et puis les autres, écoutez, ils attendent. Ils attendent, et puis on sait très bien que dans le système public, les listes d'attente sont relativement longues, même plutôt longues, même très longues parfois. Donc, ces gens-là n'ont pas accès aux services, ce qui veut dire qu'il y a un problème de potentiel que le trouble devienne plus chronique ou plus sévère, empire, et ainsi de suite. Donc, ça revient souvent à une question de moyens financiers pour la population. Et puis ça c'est vraiment un drame. Donc, Avec la demande, les listes d'attente, les mesures d'efficacité qui viennent d'être intégrées dans le système de santé, on n'a pas mesuré sur la qualité de soins qu'on donne, la qualité de soutien psychologique. On a mesuré sur la quantité de personnes qu'on est capable de passer à travers. Et même les budgets sont attachés à ça. Alors, il y a une pression de fonctionnement qui est basé sur une logique économique. Alors, je pense qu'il y a vraiment un tourne-around un peu dans ce système qui n'est pas accessible. Et en plus, les personnes qui sont les premiers acteurs pour offrir le service sont confrontés avec un manque de sens dans leur travail de tous les jours. Et l'accès aux services, il y a aussi la question de, comme vous avez dit tantôt, payer pour. Ce que je comprends, c'est que si on a un diagnostic, peut-être c'est plus facile de prendre les médicaments, mais de payer les frais au privé pour consulter en psychothérapie, c'est assez coûteux. La majorité ou un certain nombre de gens ne vont pas faire les deux. C'est du cas par cas, donc les deux ne sont pas toujours nécessaires. Donc parfois, un antidépresseur, c'est suffisant, puis c'est la façon peut-être privilégiée. D'autres fois, ça va être la psychothérapie, on n'a pas besoin d'antidépresseur. Le problème, c'est vraiment une question d'assurabilité, d'assurance des services. Donc un médicament, vous savez, c'est couvert ici. La psychothérapie, ça ne l'est pas. Donc, croyez-vous qu'on devrait payer pour ceci? Ça, pour moi, c'est même plus matière à débat. En termes il y a toujours différents volets qu'il faut regarder. Donc, l'efficacité. Ça, c'est clairement démontré que la psychothérapie fonctionne, aussi bien que les antidépresseurs, si on parle de la dépression à court terme, même mieux à moyen et plus long terme. Donc, en termes d'efficacité, c'est là. Pour un gouvernement, la question, c'est toujours, peut-être d'un retour sur l'investissement, l'économicité, est-ce que ça vaut la peine d'investir là-dedans? Et puis, il y a différents chiffres qui circulent de ce temps-ci. On parle peut-être d'une facture annuelle de 400 millions au Québec. Il y a des travaux qui sont en cours pour déterminer ça à l'Institut national. 400 millions représente quoi? Les coûts pour assurer la psychothérapie, donc la rendre accessible pour tous. Ça serait une facture annuelle. Wow. Donc, c'est énorme, mais en même temps, on peut se poser la question, et puis ça, on a fait l'exercice avec des collègues, Hélène Vassiliadis, Alain Lesage, des collègues de l'Université de Montréal, de l'Université de Sherbrooke, et puis on a estimé le retour sur l'investissement, puis on arrive à peu près à un retour sur l'investissement de 2 $, donc pour chaque dollar investi, ce qui est quand même absolument considérable. On pourrait même arguer, je pense, qu'un retour de 1 pour 1, comme c'est une question de santé mentale, ça serait suffisant. Mais là, on double la mise. Donc, par le manque de productivité, manque de coûtage? Oui, il y a différentes façons de le calculer, mais il y a l'absentéisme, il y a le présentéisme, donc les gens qui sont présents au travail mais qui n'arrivent pas à fonctionner. Ensuite, quand il y a un arrêt de travail, il y a l'invalidité, il y a la perte en revenus aussi pour les gouvernements en taxes et impôts, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs conséquences qui sont... C'est très large, hein, donc c'est pas... Ça touche toujours l'individu, sa famille immédiate, mais c'est très large. Sur le plan sociétal aussi, c'est un enjeu. Est-ce qu'on a plus de questions de santé mentale, de maladie mentale, ou est-ce qu'on le diagnostique mieux ces jours-ci? Mieux?
Est-ce qu'on diagnostique mieux? Je ne suis pas certaine. Je pense que le DSM, qui est le livre, le Bible de la psychiatrie, la dernière version qui vient de sortir, le DSM-5, il y a beaucoup de controverses autour de cette DSM. Premièrement, je pense que le plus intéressant, c'est Dr. Alan Francis, qui était un peu le chef d'orchestre de la DSM-4, a écrit un livre qui s'appelle Beyond Normal, et où il critique vraiment en profondeur le DSM-5, que nous sommes en train de psychiatriser la vie de tous les jours. Il dénonce le complot entre les compagnies pharmaceutiques, la psychiatrie et tout ce système qui transforme tout ce qu'on vit dans la vie de tous les jours comme un problème de santé mentale. Est-ce que c'est un peu ça qui est arrivé avec Guy Turcotte, puis le premier verdict où il était non coupable en raison de santé mentale? Oui, c'est un trouble d'adaptation qui était quand même intéressant. Le diagnostic chemine à travers l'histoire. Hein. Et trouble d'adaptation, avant, on avait le burn-out, l'épuisement professionnel. Maintenant, ils utilisent ce diagnostic souvent pour les gens qui sont en épuisement de travail. C'est ça qu'une personne va recevoir. Avec le diagnostic de Guy Turcotte, de trouble d'adaptation, c'est un peu banalise et en même temps stigmatise. Ça fait les deux en même temps parce que une trouble d'adaptation n'amène pas une personne à un geste violent comme Guy Turcotte a fait. C'était un peu l'extrême violence. C'est quoi votre réaction quand vous avez entendu ça? Mais moi, je trouvais que c'était une insulte. Ça donne à la psychiatrie un manque de crédit et de reconnaissance parce que tout le monde qui travaille sait que ce diagnostic ne c'est pas valable. Mais c'est un diagnostic qui a un impact aussi de stigmatiser tout le monde qui a un diagnostic de trouble d'adaptation parce que si quelqu'un savait que j'avais un diagnostic comme ça, il va penser que j'ai un potentiel d'être violent à travers l'expérience de Guy Turcotte. Alors, je pense que c'est un impact important dans le public, ce diagnostic-là, qui a changé finalement après. Mais... D'ailleurs, le ministre Gaétan Barrette, notre ministre de Santé, a récemment lancé son plan d'action sur la santé mentale. Que pensez-vous de ce plan? Mais moi, très rapidement, la première chose qui me déçoit, c'est le fait que la psychothérapie soit pas davantage valorisée, soit pas davantage présente dans le plan. En même temps, en disant ça, il faut être parfaitement juste aussi. Donc, c'est pas, on n'ouvre pas la vanne comme ça à offrir toutes sortes de services. Il y a un exercice, une réflexion qui doit se faire, des estimés qui doivent se faire. Et puis, je sais qu'ils sont en train de mener cette réflexion-là pour éventuellement peut-être envisager, je l'espère, un plus grand accès à la psychothérapie. Donc, peut-être que ça se ferait pas. En fait, ça s'est pas fait dans le dernier plan d'action. Peut-être que dans le prochain, j'espère... Alors, c'est pas plus une priorité avec ce réforme qu'avant? Non, ça c'est... En fait, la psychothérapie, dans certains milieux, c'est encore perçu comme un traitement quasi alternatif, donc qui est peut-être moins sérieux. Êtes-vous satisfait? Absolument pas, non, absolument pas. Vous me posez la question, mais en même temps, je pense qu'il faut être raisonnable et puis il faut se dire que, en fait, moi, je connais bien les données sur la psychothérapie, c'est mon champ de recherche, et puis c'est tout récent ou à peu près quand même dans les derniers mois qu'on regarde vraiment l'économicité, donc le retour sur l'investissement. Donc, mais vous avez fait des études, vous avez fait des études avec le coût. Si le ministre était ici, si moi je suis le ministre Barrette, là, convainquez-moi, pourquoi on devrait mettre plus de moyens? L'argument, il est très simple. Ça marche, c'est efficace. Et puis, je l'ai dit, je vais le redire, à court terme, c'est aussi efficace. Bon, si on parle des troubles anxieux, des troubles dépressifs, à moyen terme, long terme, c'est plus efficace. Donc, c'est extrêmement efficace quand même pour un traitement. Et puis, d'autre part, avec les données que nous avons, qui vont sortir bientôt, il y a véritablement un retour sur l'investissement. Donc, économiquement, c'est non seulement viable, mais c'est souhaitable. Donc, la question ne devient pas est-ce qu'on peut se permettre la psychothérapie, ça devient est-ce qu'on peut se permettre de ne plus l'offrir essentiellement. Qu'est-ce que vous pensez? Mais il y avait la première politique en santé mentale dans le monde était faite ici au Québec en 1990. Et ça a transformé le système de santé mentale dans une façon importante. Suite à cette politique en santé mentale, moi, je crois que tous les autres plans d'action que le ministère a mis en place avaient des très, très beaux discours avec aucune réalisation sur le plan concret. Le dernier qui vient d'être publié pour 2015-2020, dans la première page, il annonce comment la promotion, la prévention est extrêmement importante dans la santé mentale, dans le domaine de la santé mentale, mais pour notre plan d'action 2015-2020, on ne s'occupe pas de ça. Alors moi, je trouve ça inacceptable d'un ministère d'avoir aucune vision pour
une santé de la population et c'est un plan d'action qui centre encore sur les gens déjà diagnostiqués. C'est un modèle extrêmement médical. C'est un modèle qui n'intègre pas aucun plan d'action sur la question de psychothérapie. On peut-être peut débourser 400 millions, mais on a quand même un réseau de groupes communautaires qui offrent la psychothérapie à une échelle adaptée aux besoins de pays. Aucune reconnaissance de la part du ministère là-dessus. Alors, il n'y a rien de créatif là-dedans. Il redit les mêmes discours, il ajoute beaucoup sur le rétablissement, mais les mesures qu'ils mettent en place pour arriver sont complètement évacuées durant les années qui suivent les... Mais vous êtes très impliqué dans la communauté. Qu'est-ce que vous aimeriez voir pour vraiment augmenter l'accès pour des services aux gens? Moi, je pense qu'on a besoin de vraiment articuler cette offre de services sur le plan d'accessibilité. Il y a des besoins de la population, des services qui sont offerts là, et des services qui sont offerts là. Il faut collaborer pour que c'est une offre de services complète. Si je vais un rêve, c'est ça que je ferais, et je travaille beaucoup avec les deux réseaux. Moi, je crois que le système public a des services essentiels d'offrir à la population sur le plan de traitement et même de psychothérapie, mais le réseau communautaire aussi, c'est là où l'accès, c'est là la porte d'entrée pour beaucoup de monde. Pas juste l'accès en santé mentale. Moi, je fais beaucoup de formations dans le réseau communautaire non spécialisé en santé mentale. Alors, les maisons de jeunes, les centres de femmes, où se passent tous ces 60 % qui ne consultent pas. Et c'est des gens qui ne sont pas formés, mais ils sont très bien pour accueillir le monde, qui sont la première ligne. Il y avait aussi l'émergence, un peu le rôle de la justice là-dedans. Après des années de les gens qui habitent sur la rue, les polices commencent... La police qui s'implique. Les polices s'impliquent. Et moi, je pense que j'ai vu aussi, durant les dernières années, une grande amélioration, malgré les événements graves qui sont arrivés dans les dernières années. Qu'est-ce qui arrive ici à Montréal quand il y a un cas? Est-ce qu'on a des intervenants avec la police spécialisée en santé mentale, oui? Ça débutait avec un programme qui était à l'époque au CLSC des Faubourgs avec UPS Justice, qui s'appelait Urgence psychosociale justice. Et l'idée, c'est d'avoir un policier équipé avec un intervenant. Alors, l'intervenant est spécialisé en santé mentale et le policier est là pour la protection. Une des peut-être faiblesses dans ce modèle, souvent quand les gens m'avaient dit que, et je ne connais pas la recherche là-dessus, mais ils arrivent à l'hôpital parce qu'ils pensent que la personne est hors de contrôle et l'hôpital n'est pas capable d'admettre la personne sur une unité de soins. Les polices arrivent avec la personne et l'accès est toujours pas là. Ouais. Parlons un peu on parle beaucoup de politique, parlons un peu de qu'est-ce que vous voyez. La technologie, on parle beaucoup que ça rend la vie... bien, ça nous donne des bonnes choses, mais ça rend la vie aussi, ça peut être plus difficile, plus intense. Qu'est-ce qu'on voit en termes de... On voit que les nombres de problèmes de santé mentale augmentent. Qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est une question piège. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de lien. Donc ça, je le mets comme prémisse. Mais c'est un peu simple de dire qu'il y a un lien direct entre les deux. Hein. Ça fait un peu... faut éviter de tomber dans la nostalgie dans le bon vieux temps où on se parlait. Donc, faut pas oublier quand même que les gens ont une capacité d'adaptation qui est phénoménale. Donc, on arrive à s'adapter à toutes sortes de situations, en fait, de contextes, de façon de faire. Ça, c'est certain. Par contre, c'est peut-être certaines des conséquences de l'utilisation des technologies qui peuvent avoir des problèmes. Par exemple, quand on utilise de façon abusive une méthode qui nous isole. Donc, l'isolement, on sait que c'est rattaché à des problèmes de santé mentaux. Mais c'est pas en tant que tel l'utilisation de la technologie qui est problématique. C'est vraiment le fait qu'on investit tout dans une seule activité, et puis on se retire, enfin, on coupe des liens, puis on se retrouve à être isolé. Là, il y a un problème. Ça serait peut-être le premier volet de ma réponse. Le deuxième volet, c'est qu'on voit quand même de plus en plus de pathologies qui sont rattachées à l'Internet. Par exemple, la cyberpornographie, la dépendance autour, la dépendance aux réseaux sociaux, où les gens vraiment coupent dans leurs réseaux sociaux, dans les réseaux familiaux, et puis leur seule interaction avec le monde, c'est une interaction avec un monde virtuel, à toute fin utile, via l'Internet. Là, on est dans quelque chose de plus d'obsessif. Et vous voyez ça? Ça, on le voit de plus en plus. Il y a définitivement une augmentation de ces problématiques-là. En bureau privé, puis je suis sûr aussi dans le milieu communautaire, autant que dans le milieu hospitalier. Ça, c'est assez clair pour moi, oui. Mais l'autre chose qui est intéressante ici à McGill, le cours de Social Innovation dans le département des hôtels,
à travers l'année passée, trouver des solutions pour les problèmes de santé mentale des étudiantes ici à McGill. Et ces étudiants ont proposé des projets vraiment intéressants et vraiment de haute qualité, bien recherchés, vraiment, et c'était vraiment dans la promotion de la santé mentale des étudiantes. Et un des constats que moi j'ai fait aussi, mais les étudiants ont constaté, le manque de contact visuel, le vrai contact humain dans le milieu universitaire est un des facteurs de risque. Oh, wow. Et alors, toutes leurs initiatives avaient cette possibilité de rentrer en contact direct avec quelqu'un dans la cafétéria, dans la bibliothèque. Alors, c'est intéressant. Alors, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi d'une génération qu'il y a des limites de cette connectivité virtuelle perpétuelle. Et je pense que c'était vraiment riche, les projets qu'ils ont proposés. Et ce que Karen souligne bien, c'est à quel point on peut utiliser de façon intelligente et utile les technologies aussi. Donc, on le voit bien, je reviens encore à la psychothérapie, mais l'utilisation de la réalité virtuelle, par exemple, qu'on utilise de plus en plus dans certains milieux pour traiter des troubles anxieux. Donc, par exemple, des gens qui n'arrivent pas à sortir de chez eux, on peut se rendre dans leur environnement. La télépsychothérapie, télépsychothérapie, donc l'intervention à distance, notamment dans les milieux peut-être les régions plus isolées où les gens n'ont pas accès aux services, on peut le faire maintenant par distance de plus en plus. Donc, est-ce que il y a quand même des avantages. Et il y a le même effet? Oui, en termes d'efficacité, c'est la même chose. Oui, d'ailleurs, ça serait très efficace. Oui, c'est extrêmement efficace. Et puis même pour, donc, dans certains milieux, on parle beaucoup de soins par étapes. Donc, ce qui veut dire qu'on commence avec des interventions de plus faible intensité pour des troubles moins sévères, et puis on augmente en intensité pour les troubles plus sévères. Et puis souvent, on se retrouve pour les interventions moins sévères à offrir des interventions comme la bibliothérapie ou des thérapies assistées par ordinateur. Donc, il y a un coach, donc il y a un superviseur qui accompagne le patient ou le client dans le processus, mais quand même, le gros du travail se fait avec un ordinateur. Et puis ça fonctionne très bien aussi, c'est extrêmement efficace. Donc, ça serait utiliser les technologies comme ça, c'est un bel exemple, en fait, qui nous permettrait d'attribuer les ressources où on en a plus besoin. Donc, ça permet de libérer le temps de travail des psychiatres, des psychologues, des médecins, des travailleurs sociaux, peut-être pour des cas un peu plus sévères, alors qu'une personne pourrait faire un bout de chemin si elle est accompagnée, parce que tout seul, ça ne marche pas, il faut être accompagné. Alors, on a du chemin à faire. Oui. Bien, merci beaucoup d'avoir participé. Martin Drapeau, Karen Hetherington, et merci à vous aussi. À la prochaine rencontre de McGill en parle.